Déjà, merci de m'accueillir. Je suis ravi de pouvoir vous discuter avec vous. Je disais que j'expliquais qu'on est souvent en praticiens et experts, et ça fait du bien de pouvoir un peu expliquer un peu plus ce qu'on fait au sein de la communauté du Pacifique à d'autres publics, et notamment au public des professeurs, des étudiants et autres. Donc, on essaye de le faire autant que possible. Donc moi, mon rôle, j'ai un titre un peu long. Je suis conseiller pour l'intégration des solutions fondées sur la nature. Donc mon rôle est de superviser plusieurs projets donc de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, qui est un peu le sujet clé de ce webinaire aujourd'hui. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est et en quoi c'est un outil pertinent et efficace pour toutes les questions d'adaptation au changement climatique. Et avant ça, un petit mot sur la communauté du Pacifique, donc on appelle la CPS, pour ceux qui ne seraient pas familiers. On est donc une organisation intergouvernementale qui regroupe l'ensemble des pays du Pacifique. On a 26 pays et États membres, donc l'ensemble des pays du Pacifique, plus l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, les États-Unis, qui seront aussi nos membres. Donc on est vraiment une organisation intergouvernementale et on travaille au service de ces pays dans un cadre scientifique. On est avant tout une organisation, certes intergouvernementale, mais avant tout scientifique. On est à peu près 800, bientôt 800 dans toute la région. On a le siège qui est à Nouméa, donc sur Ansoata pour ceux qui connaissent. Et on a ensuite une grosse partie de nos troupes, je dirais, qui se situe à Fidji, à Suva. Et puis, on a des bureaux par sous-région du Pacifique. Donc, on a un bureau au Vanuatu pour la Mélanésie, un bureau à Tonga pour la Polynésie et un bureau en Micronésie pour la région Micronésie. On travaille sur diverses thématiques scientifiques. Moi, je travaille au sein de l'unité changement climatique, mais on est particulièrement connu pour nos divisions des pêches, que ce soit côtière ou hauturière et aquaculture. On a aussi une division à Fidji sur les ressources terrestres qui regroupe tout ce qui va être agriculture, ressources naturelles et forêt, par exemple. On a aussi une unité géosciences, énergie et maritime, donc qui va travailler sur le côtier, sur l'eau, sur tout ce qui est attrait à la géoscience, à l'énergie et au maritime de manière générale. On a une division aussi sur l'éducation, donc pour travailler plus avec les universitaires au niveau régional. On a une division santé publique. Voilà pour ce qui est des principales divisions et des principales thématiques qu'on traite. Donc nous, vraiment, notre rôle est de travailler pour nos membres, pour les pays du Pacifique et fournir cette expertise scientifique, que ce soit pour la mise en œuvre de projets, mais aussi pour la création de données, par exemple. Moi, personnellement, donc, je supervise l'assistance technique régionale, donc le soutien aux pays de la région pour l'accès à l'initiative Kiwa. Je reviendrai dessus en fin de présentation. Et je supervise aussi la mise en œuvre d'un projet entre Fidji, Vanuatu et Tonga sur du renforcement de capacité, de la formation autour de la thématique solutions fondées sur la nature via 3 secteurs clés qui sont, alors excusez-moi, je vais peut-être utiliser quelques anglicismes, je fais rarement mes présentations en français. Donc on travaille sur tout ce qu'on appelle Climate Smart Agriculture, donc l'agriculture liée au climat, intelligente au climat, sur la protection côtière et tout ce qui va être gestion forestière. Donc ça, c'est sur ces sujets-là pour ce projet. Et je travaille aussi sur d'autres sujets transversaux. Donc, l'idée de la présentation aujourd'hui, comme je vous le disais, ça va être donc, je vais essayer de faire des pauses fréquentes pour que vous puissiez me poser éventuellement des questions ou réagir à ce que je pourrais dire. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse interagir. Je n'aime pas trop pour habitude de faire juste un monologue. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit dans le chat ou attendre les petites pauses qu'on fera au fur et à mesure. On va commencer par un petit contexte, un petit peu, un aperçu du contexte climatique spécifique à la région du Pacifique. Quels sont les enjeux et les menaces qui pèsent sur le Pacifique. On est dans un contexte assez particulier dans la région. Ensuite, je vous présenterai donc qu'est-ce que c'est que ce fameux concept de solution fondée sur la nature, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, avec les liens que ça peut avoir avec les grands cadres et textes internationaux et régionaux, mais aussi les challenges de mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature, leurs opportunités et aussi bien sûr des exemples concrets, vous montrer concrètement des exemples de projets qui mettent en œuvre ces solutions fondées sur la nature. Et à la fin, je vous présenterai donc l'initiative Kiwa,
qui est une fenêtre de financement, parmi d'autres, malheureusement pas assez, mais parmi d'autres, de financement de ces solutions fondées sur la nature. Alors, commençons par le contexte climatique. On va essayer de ne pas être trop alarmiste, même si malheureusement les données nous montrent qu'il y a de quoi s'inquiéter, encore une fois, notamment pour la région. Pour la simple et bonne raison, c'est que le Pacifique, sans grande surprise, contribue très peu au réchauffement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre. De par sa population, son économie, ses activités, on estime que les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des pays du Pacifique, hors Australie, Nouvelle-Zélande, quand je parle vraiment des pays du Pacifique, je parle des pays et territoires du Pacifique insulaire, on estime leurs émissions à 0,03% des émissions mondiales. Face à ça, les pays du Pacifique sont parmi les pays les plus impactés et les premiers impactés par les conséquences de ce réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, si on prend, nous, donc, en tant qu'organisation scientifique, bien entendu, on se réfère aux données que nous, on peut générer, mais aussi le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat, qui fait un peu foi, un consensus. C'est un groupement d'experts internationaux sur les questions du climat et qui, malheureusement, met à jour, toujours de manière un peu plus pessimiste, malheureusement, chaque année son rapport pour donner un petit peu la direction vers où on va en continuant nos trajectoires de développement actuelles. Et malheureusement, il est acquis aujourd'hui qu'on est sur une trajectoire qui va tendre vers les plus 2 degrés d'ici à 2050, ce qui aurait pour impact, malheureusement, une perte ou un impact en tout cas significatif sur 90% des écosystèmes marins et côtiers de la région. Donc l'enjeu pour nous, encore une fois, il est assez dichotomique. On contribue peu, mais on en paye fortement le prix. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on évolue et que nous, on essaye, à notre petite échelle, de travailler plus sur l'aspect adaptation. Quand on parle de changement climatique, on entend souvent le terme adaptation au changement climatique, mais aussi le terme mitigation. Donc, par mitigation, on entend vraiment limiter la hausse des gaz à effet de serre. Et adaptation, malheureusement, c'est s'adapter aux effets de ce changement climatique. Et dans le Pacifique, même si on travaille sur les diminutions des gaz à effet de serre, notamment via l'emploi d'énergie renouvelable, qui est un des principaux leviers dans la région, on travaille aussi et principalement sur comment s'adapter à ce réchauffement climatique. C'est en fait vraiment le grand enjeu pour nous. Les effets, ils sont systémiques déjà, donc un effet en entraînant un autre, ils vont être assez importants, ils vont impacter toutes les couches des différentes sociétés, tous les secteurs économiques. Les principaux et les majeurs qu'on peut directement attribuer au réchauffement climatique, ça va être le premier qui nous vient en tête, c'est l'élévation du niveau de la mer. On référence pour nous, encore une fois, je sais que je suis face à un public assez aguerri, notamment je pense aux professeurs de SVT, mais on sait qu'on a 2 typologies d'îles principales dans le Pacifique, les îles plutôt type atoll, basses, et les îles plus volcaniques, hautes. Et donc, bien entendu, les îles basses, parfois, ne font que quelques mètres ils ont un niveau d'élévation au niveau des mers de quelques mètres uniquement. Et donc, une montée des eaux a des conséquences catastrophiques pour eux, avec des disparitions partielles de leur territoire, pour certaines projections, à la disparition complète de certains pays et territoires, je pense notamment au Tuvalu, d'ici à la fin du siècle. Et donc, il y a déjà des processus qui se mettent en place sur des processus migratoires, de réfugiés climatiques, d'accords entre les pays, notamment entre le Tuvalu, c'est l'exemple parce que c'est le pays de la région qui va être le premier et le plus impacté par cette montée des eaux, avec, comme je vous l'ai dit, dans les scénarios les plus pessimistes, une disparition complètement du pays. Nous, quand on intervient avec des intervenants du Tuvalu, c'est très émotionnel. Les gens, forcément, quand ils se rendent compte qu'ils peuvent perdre leur culture, leur chez eux, c'est quand même quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer et d'assez dramatique au niveau culturel et tout ce que ça engendre. Donc, il y a le niveau de la mer, mais par exemple, les autres conséquences que cela peut causer, sans aller sur des cas aussi extrémistes, mais par exemple, on connaît bien ça à Wallis, par exemple, c'est le montée de niveau de la mer va saliniser les lentilles d'eau et va rendre l'accès aux eaux potables, par exemple, de manière insécure, par exemple.
Il y a les épisodes météorologiques aussi qui sont de plus en plus extrêmes. Donc, je pense notamment à des cyclones qui sont de plus en plus imprévisibles et de plus en plus forts, des périodes de pluie intenses avec des inondations et à l'inverse, des périodes de sécheresse intense, comme on peut le constater en ce moment en Calédonie, avec des risques de feu, des risques sur la production alimentaire, des risques sur la biodiversité également. Donc, comme je vous dis, un risque en entraîne un autre. L'augmentation des températures, pardon, c'est de l'atmosphère, mais aussi des océans. Et donc, ce qui a aussi pour conséquence d'augmenter l'acidité des océans, de faire blanchir les coraux, qui sont quand même les écosystèmes marins qui abritent le plus de biodiversité, et même ce que représentent ces écosystèmes marins dans le Pacifique à l'échelle mondiale, c'est très, très, très important. On parle souvent des forêts comme un peu poumon de la planète, mais l'océan est le premier poumon de la planète. C'est un puits de carbone aussi. Et donc, il faut en ce sens-là les entretenir et éviter autant que possible d'en subir les conséquences. Si on regarde quelques chiffres clés, cette slide est assez intéressante parce qu'on se rend compte de l'ampleur, encore une fois, pour le Pacifique. 80% de la population du Pacifique dépend directement des ressources naturelles pour sa subsistance. Énormément de communautés dans le Pacifique dépendent des cultures vivrières pour se nourrir en fruits et légumes, dépendent de la pêche locale pour se nourrir en protéines, dépendent des matériaux naturels pour leur habitat, par exemple, et c'est le cas dans énormément de communautés du Pacifique. Et donc, ils ont un impact direct lorsque ces ressources naturelles-là sont moins présentes, détruites ou endommagées. Donc là, encore une fois, c'est un aspect culturel et social extrêmement prédominant. Je vous parlais de l'importance des écosystèmes marins au niveau mondial, des écosystèmes marins du Pacifique au niveau mondial. Et on recense 36 ce qu'on appelle des hotspots. Donc, en français, on traduirait ça par des points chauds, des points riches en biodiversité. On en recense 36 dans le monde. 6 sont dans le Pacifique. Là, encore une fois, d'où l'intérêt de protéger le Pacifique, qui, une fois de plus, n'est pas responsable directement de ces impacts du réchauffement climatique. 2 à 4 degrés pour les scénarios pessimistes, on a déjà parlé, c'est un peu les tendances d'ici à la fin du siècle sur les projections en termes de climat et d'impact du climat. La spécificité aussi, étant donné qu'on vit sur des îles, c'est 90% des habitants des îles du Pacifique vivent à moins de 5 km des côtes. Donc l'aspect au côtier, l'élévation du niveau de la mer, les événements naturels qui vont, les ouragans, etc., le manque de protection côtière va se faire très vite ressentir donc pour 90% de la population. Donc il est important de travailler sur ce qu'on appelle des gestions intégrées des zones côtières. Une élévation du niveau de l'ordre de 90 cm d'ici à 2100. C'est une des projections aussi en fonction des scénarios les plus probables. Donc là, 80 cm, ça peut être énorme et submerger énormément de territoires qui, comme je vous le disais, peuvent être élevés d'1 mètre, des fois seulement, au-dessus du niveau de la mer. En termes de financement, je ne vais pas insister trop là-dessus parce que j'ai une slide juste après là-dessus. On est les plus impactés, on est ceux qui contribuent le moins et pourtant on ne reçoit qu'1% de tout l'argent disponible, du financement disponible pour le climat, soit pour l'adaptation ou la mitigation. Donc là, c'est un vrai problème aussi. Et c'est, on l'espère, des gouvernements via les COP qui ont lieu donc, là actuellement et chaque année, qui essayent de faire valoir leur voix. Nous aussi, avec nos relations vis-à-vis de ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, donc les pays notamment qui financent ce type de projet, pour essayer de rebalancer un petit peu tout ça et avoir la part juste qui revient aux pays du Pacifique. Et un dernier chiffre, 25% de la population du Pacifique qui connaît en moyenne une insécurité alimentaire modérée à sévère aujourd'hui. Et quand on passe sur des scénarios qui pourraient s'empirer, ce qui semble être le cas vu les trajectoires, on a beaucoup de soucis à se faire sur cette sécurité alimentaire qui, de facto, va répercuter sur des problèmes de santé. On voit beaucoup de pays du Pacifique avec un taux d'obésité alarmant, même plutôt extraordinaire par rapport au reste du monde. Et c'est souvent dû à un changement d'alimentation
plutôt traditionnelle à de la nourriture transformée, importée. Si on prend l'exemple, par exemple, de Nauru, qui est une île complètement détruite, hein. Alors, en beaucoup en fonction, à cause de l'activité humaine, et pas uniquement à cause de l'activité, enfin, du changement climatique, c'est important de le noter, mais bon, qui malgré tout n'a plus de ressources, clairement, n'a plus de terres arables, et donc importe énormément, enfin, la quasi-totalité de sa nourriture, et on a des taux d'obésité extrêmement inquiétants. Donc, tout ça, voilà, encore une fois, c'est des sujets qui sont tous liés les uns les autres. Une petite particularité aussi, on travaille énormément sur tout ce qui va être l'inclusion sociale. Vous le verrez, hein, notamment quand on parle de solutions fondées sur la nature, ce n'est pas uniquement la protection environnementale, on inclut les aspects socio-économiques. Et donc, à ce sens-là, le Pacifique a une particularité, c'est que 20%, donc un cinquième, de la main-d'œuvre qui travaille dans le secteur des pêches, qui est un des secteurs principaux dans la région, est une main-d'œuvre féminine. Donc, c'est très important, d'autant plus qu'ailleurs, et pour d'autres raisons également, de s'occuper de ces questions d'inclusion sociale, que ce soit pour l'équité du genre, mais aussi pour les populations plus vulnérables, handicapées, jeunes, les personnes plus vieilles, etc. Sur la finance, je ne vais pas trop vous embêter avec les chiffres, mais juste pour illustrer un petit peu ce que je venais de dire, comme quoi on était finalement un peu mal doté. Il a été estimé que si on voulait faire face à ces risques climatiques dans la région, on a un besoin qui est un petit peu inférieur à 2 milliards de dollars par an dans la région. Alors certes, ça soulève la question des capacités, on appelle ça des capacités d'absorption de ces fonds. Si demain on nous fait des chèques de 2 milliards de dollars, comment utiliser efficacement ces fonds? C'est une autre question aussi qu'il faut travailler, c'est-à-dire sur les capacités humaines, hein, qu'on a. Donc c'est là aussi l'importance de travailler avec les jeunes, les étudiants pour former les futurs acteurs de ce secteur-là demain, parce que malheureusement, il va y avoir du travail pendant longtemps. Mais malgré tout, c'est les besoins qu'on a. En termes au niveau des engagements qui ont été faits par les pays, on va dire plutôt polluants et pays riches au niveau international, c'est pas loin de 200 milliards d'euros qui est distribué par année. Et que reçoit le Pacifique sur ces 200 milliards d'euros? Eh bien, environ 220 millions seulement. C'est-à-dire qu'on reçoit 0,2% des promesses globales qui ont été faites, des promesses, hein, donc c'est-à-dire que malheureusement, il y a un gap entre les promesses et ce qui est réellement versé. Et donc, ce qui représente seulement même pas 7% de ce que le Pacifique a besoin en termes financiers pour faire face à ces problématiques-là. On verra un petit peu l'aspect comment financer ces projets-là un peu plus tard, et pour dire qu'il y a encore un énorme chemin à faire pour déjà faire en sorte que finalement les pollueurs payent leur dû. Qu'aujourd'hui, on est dans une relation quand même de force entre des pays riches qu'il faut appeler un chat, qui sont pollueurs et qui dictent leurs règles d'utilisation de leurs fonds et de finances climatiques, alors que ça devrait tout de même être l'inverse, les pays qui sont victimes, qui devraient être en droit de réclamer ce qui leur est dû finalement. Donc, nous, en tant qu'organisation au service des pays du Pacifique, on essaye, via nos relations, petit à petit, de s'efforcer à diminuer ce gap-là. Il y a encore un long chemin à faire, je vous rassure. Voilà ce qui en est pour la partie changement climatique. Avant de peut-être vous présenter plus en détail donc, mon sujet plus de prédilection, les solutions fondées sur la nature, est-ce que vous avez des questions sur ce contexte un petit peu désolé d'avoir plombé un peu l'ambiance en début de webinaire comme ça, mais c'était important de pouvoir faire cet état des lieux et de rappeler l'urgence qu'on a au niveau climatique dans la région. Je Merci, pense que Denis. ouais. Est-ce que des collègues ont des questions à poser à notre conférencier? Ça Alors, peut venir après, il n'y a pas de souci. non. Alors, tu parlais tout à l'heure des 220 millions d'euros qui sont promis Oui, c'est aux ce qu'on États-Unis reçoit et au Pacifique. effectivement. C'est ce qui est reçu, c'est ça? Oui, ça a été suite à une analyse, à une enquête qui a été faite au niveau des agences régionales, comme la communauté du Pacifique. On a plusieurs. On travaille ensemble sous une unité de coordination. Et ce qui a été estimé aussi avec ce que reçoivent les ONG, les pays, etc. C'est une estimation à peu près précise, ouais, qui évalue à 220 millions de dollars reçus annuellement.
Et comment cet engagement financier est versé aux États et territoires? Est-ce que c'est versé directement au gouvernement? Est-ce que c'est par le biais des ONG comme la CPS? Alors, les deux sont possibles. Moi, je travaillais avant de rejoindre la CPS il y a 4 ans, je travaillais pour un bailleur de fonds, l'Union européenne, qui justement distribue l'argent. Et on avait plusieurs modalités. On va avoir les modalités sans entrer dans trop de détails, mais en gros, on a les modalités projets, donc, comme tu le disais, qui vont financer des ONG, des pays ou des organisations comme nous pour mettre en œuvre des projets précis, comme ceux que je vous présenterai tout à l'heure. Et on a des modalités aussi, ce qu'on appelle d'appui budgétaire. Donc là, ça va être l'Union européenne est assez friande de ce genre de financement. Ils vont en fait choisir un secteur. Donc nous, quand moi je travaillais à l'Union européenne, la Calédonie travaillait sur la formation, la Polynésie française sur le tourisme, les îles de Pitcairn que je suivais personnellement, c'était aussi le tourisme. Et donc en fait, on injecte de l'argent dans ces secteurs. L'argent injecté, ça se compte en dizaines de millions d'euros, hein, voire centaines selon les pays, est injecté de manière fongible dans leur budget, donc en l'occurrence dans le budget du tourisme, si on retient le tourisme. Et en fait, les pays doivent s'assurer de remplir certaines cibles qui sont définies en amont par le bailleur pour déclencher les tranches de financement, en fait, et s'assurer que le secteur sélectionné performe. En plus d'indicateurs de transparence, comme quoi le pays ne fait pas de blanchiment d'argent. Et donc, ça permet pour les bailleurs aussi d'avoir un suivi de leur argent et de permettre de mettre en place des procédures de contrôle des flux financiers publics, en fait. Donc, par exemple, l'Union européenne fait ça aussi en Afghanistan, enfin faisait ça en Afghanistan ou dans des grands pays d'Afrique. Là, c'est en centaines de millions d'euros que ça se compte. Et c'est un moyen de soutenir une politique publique tout en essayant de mettre en place des mécanismes un peu de contrôle de ces finances-là. Et un autre gros financement, c'est aussi les banques. L'AFD, l'Agence française de développement, qui est l'agence de la France pour le développement, comme son nom l'indique. Ils ont des modalités de prêts bancaires également, des prêts bancaires bonifiés ou à taux zéro pour les États directement, pour financer telle ou telle politique, ou voire injecter dans les systèmes bancaires pour que les banques, elles, à leur tour, prêtent au secteur privé notamment pour développer des activités sur des secteurs qui sont retenus. Donc voilà en gros les principales modalités aujourd'hui sur lesquelles on travaille. Merci. Et il D'autres y a de questions? plus en, il y a pas beaucoup de secteurs privés, malheureusement. Le secteur privé, c'est via la philanthropie et ça commence à être de plus en plus présent. Et les pays, en tout cas du Pacifique, sont de plus en plus friands de ces fonds philanthropes. Ça peut être des grands fonds de différentes industries. Ça peut être, là, on travaille sur un fonds via Amazon, par exemple. Et ça leur permet d'avoir plus de flexibilité que les fonds via les aides publiques au développement ou les prêts bancaires. Merci. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, on va poursuivre avec la deuxième partie. Oui, Merci, Ludovic. pas de souci, avec plaisir. Donc, les solutions fondées sur la nature. Donc, c'est un peu la clé de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est en fait ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un concept. On appelle solution fondée sur la nature. C'est un concept un peu ombrelle, chapeau, qui va regrouper certaines catégories d'actions pour la nature. Il y a plusieurs définitions acceptées, mais elles sont toutes à peu près similaires. Et celle qui est internationalement reconnue, c'est celle donc de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. C'est pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette organisation. C'est ceux notamment qui vont donner un indicateur sur comment dire, sur la préservation de certaines espèces d'animaux. C'est eux qui vont dire, par exemple, le panda est en voie d'extinction, comment dire, est en voie d'extinction extrême, etc., qui va classifier ça parmi beaucoup d'autres activités qui travaillent sur la conservation naturelle. Et bon, bref, c'est cette organisation-là qui a un peu pris le lead en matière de définition des solutions fondées sur la nature. Donc, je vais vous faire la définition officielle, puis je vais essayer de simplifier ça et de rendre ça un peu plus digeste. La version officielle, c'est que c'est des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable ou de restaurer des écosystèmes qui soient naturels ou modifiés pour relever des défis de société en assurant à la fois un bien-être humain et des bénéfices pour la biodiversité.
En fait, là-dessous, on recoupe trois types d'actions principales. La préservation des écosystèmes qui fonctionnent, on veut les préserver, on veut les maintenir tels qu'ils sont. L'amélioration de la gestion de ces écosystèmes, donc ça va un peu de pair. Comment avoir des systèmes de gestion, je pense notamment aux aires marines protégées, à toutes ces mesures-là, par exemple. Comment on va gérer ces écosystèmes efficacement en prenant en compte tous les intervenants et les acteurs de ces écosystèmes. Et dans les cas où l'écosystème est déjà dégradé, de la restauration. Comment restaurer à un état sain et initial autant que possible des écosystèmes qui ont été impactés. En l'occurrence, moi là aujourd'hui je traite plus de l'aspect via changement climatique, mais ça peut complètement être appliqué à des activités humaines. On peut envisager des solutions fondées sur la nature pour de la reconstruction suite à l'exploration minière ou ce genre de choses. Moi, en l'occurrence, ce n'est pas mon sujet. Moi, je travaille plus sur l'aspect adaptation au changement climatique. En gros, pour simplifier ce concept, on va regarder le diagramme, le graphique qui est à droite. Toute action donc de préservation, de gestion, de restauration d'un écosystème qui répond à un de ces 7 enjeux sociétaux, donc ça peut être l'atténuation au changement climatique, la réduction des risques naturels, le développement socio-économique, la santé humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'approvisionnement en eau ou la dégradation environnementale et la perte de biodiversité, et qui fournissent à la fin et un bénéfice socio-économique et un bénéfice pour la biodiversité, sont qualifiés de solutions fondées sur la nature. C'est donc on préserve, on restaure, on gère en réponse à ces défis sociétaux pour avoir un bien-être humain et une biodiversité accrue. Ce qui va différencier des activités de conservation à proprement parler. Quand on parle d'activités de conservation, on met la nature au centre et on a tendance à de moins en moins le faire, mais on pourrait s'en fiche un petit peu des conséquences socio-économiques. Ce qu'on veut, c'est préserver la nature. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a au niveau international un tiers des terres qui sont dégradées. Donc, on a de quoi faire encore une fois, mais il faut être aussi réaliste. Beaucoup de ces terres sont sur des zones habitées où il y a des activités socio-économiques. Et donc l'idée, c'est de comment faire fonctionner la nature et l'activité humaine en respectant les deux à la fois. Donc c'est un bien beau projet. Et pour ça, il y a différents critères pour s'assurer que tous ces éléments soient pris en compte. Et donc, ne plus forcément comment dire, accentuer l'action sur les enjeux socio-économiques ou de manière séparée les enjeux environnementaux et biodiversité. Ce qu'on veut, c'est, dès qu'on répond à un de ces enjeux, prendre en compte à la fois l'environnement et à la fois l'humain. Donc, comme je vous disais, c'est bien beau, on parle de protection, de gestion, de restauration, mais qu'est-ce que, dans les faits, ça traduit? Donc, ça traduit plusieurs concepts. Quand on parle de restauration, alors je suis désolé, la slide est en anglais, je ne l'ai pas trouvée en français. Comme je disais, c'est, je crois que la deuxième fois que je fais cette présentation en français, donc j'essaie de traduire autant que possible, mais bon, voilà. Quand on parle de restauration, ça va être de la restauration écologique. Donc, on va essayer de replanter des arbres. Alors, attention à ça, je pourrais faire une heure là-dessus. Planter des arbres, ce n'est pas forcément toujours super. Il y a beaucoup de greenwashing qu'on appelle autour de la plantation des arbres. Ça se fait avec quand même un certain niveau d'expertise. Il faut planter des espèces qui soient plutôt natives, pas envahissantes, pas en monoculture. Enfin, attention, lorsqu'on parle de planter des arbres, beaucoup d'entreprises utilisent ça comme un levier de communication verte et de ce qu'on appelle de brainwashing. Mais quand c'est bien fait, c'est aussi par là qu'on fait de la restauration écologique. De l'ingénierie écologique, donc ça va de pair, c'est justement pas juste planter des arbres, c'est s'assurer de comment choisir les bonnes espèces, travailler sur le sol. Les sols, parfois, après des années de culture, des années de période d'incendie, par exemple, sur des zones qui sont impactées par beaucoup d'incendies, par des activités minières, si on est là-dessus, etc., les sols peuvent être appauvris. Donc, c'est comment on va travailler à la fois sur le sol et à la fois sur les plantations. Donc, c'est tout ça ce qu'on appelle de l'ingénierie écologique et donc de la restauration paysagère et forestière. Tout ça travaille ensemble. Donc, c'est comment on restaure intelligemment la nature pour, encore une fois, dans un idéal, la restaurer dans son état initial.
Après, on a, donc je vous disais, c'est restauration, mais c'est aussi protection. Sur tout ce qui est protection, on va appeler tout ce qui va être les approches de conservation sur des zones spécifiques. Ça va être typiquement les aires marines protégées. On va sélectionner une zone, on va essayer de protéger cette zone-là. Une aire marine protégée, par exemple, ne veut pas dire qu'on exclut toute activité de pêche ou toute activité de loisir. C'est comment concilier tout ça pour préserver à la fois la zone. C'est ce que fait notamment le parc de la mer de Corail. Et donc voilà, donc, ce qui inclut les zones et les zones, les managements des zones protégées. Et puis il y a aussi donc, tout ce qu'on est donc, le management. Comme je vous l'expliquais, c'est d'autant plus vrai dans le Pacifique, on est sur des petits territoires et ce serait complètement contre-productif de travailler uniquement sur la zone côtière ou etc. On parle de gestion intégrée des zones côtières, c'est-à-dire qu'on travaille en gros de la montagne à la mer. Si vous travaillez sur une zone côtière mais que vous ne prenez pas en compte les pollutions qu'il peut y avoir en amont sur les bassins versants et la pollution que ça peut avoir, ben ça, vous aurez beau faire de mieux sur la zone côtière, si vous n'avez pas prévu en amont, ben voilà. Et de même, en aval au niveau de la mer, tout ça communique et donc il faut prendre tout en compte et avoir la bonne échelle d'intervention pour s'assurer que tous les effets annexes soient bien pris en compte. Et après, on a aussi donc, tout ce qui va être infrastructure verte, naturelle. Je peux penser notamment aux mangroves, qu'on cite beaucoup en exemple comme outil de, comment dire, de tampon un petit peu sur les zones côtières. Il y a des vidéos, on peut facilement trouver des vidéos en cas de forte houle de montrer comment les mangroves peuvent facilement limiter la houle et donc l'érosion côtière derrière, que c'est reconnu maintenant, on sait tous que l'importance en termes de que ça procure pour la biodiversité, les nurseries de poissons notamment, les oiseaux aussi, les crabes, etc. Les mangroves, donc leur efficacité n'est plus à démontrer. Malheureusement, beaucoup sont polluées, beaucoup sont détruites. Et donc là aussi, il est question dans pas mal de pays de la région d'essayer de replanter et de restaurer euh, ces mangroves. C'est un bon exemple, la mangrove, parce que souvent, quand on parle dans notre secteur un petit peu des solutions fondées sur la nature, beaucoup de praticiens, pour la première chose qu'ils ont en tête, ça va être « Ah ben, on plante de la mangrove ». Mais encore une fois, si cette mangrove, elle est plantée toute seule et qu'elle ne répond pas à un des défis sociétaux que j'ai mentionnés avant sur la sécurité alimentaire, la sécurité en eau, euh, la dégradation environnementale, etc., on ne qualifiera pas à proprement parler de solution fondée sur la nature. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, mais c'est là la limite qu'on a sur le terme solution fondée sur la nature. Et puis après, on a donc tout ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça vous parle, mais nous, pendant longtemps, c'était ces termes-là qui étaient utilisés. C'est l'adaptation climatique basée sur les écosystèmes, la mitigation climatique basée sur les écosystèmes. Donc, mitigation, comme je vous l'ai dit, ça va être réduction des gaz à effet de serre. Comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant la nature? C'est assez simple, on parle des puits de carbone. Donc, c'est de maintenir nos environnements, que ce soit terrestres ou marins, si on déforeste, ben, la zone est moins enclin à capter le carbone, puisqu'on a coupé les arbres qui sont les premiers vecteurs de, comment dire, de captage de carbone. De même, un océan avec une acidité augmentée ou dégradée avec une température élevée, sera moins en mesure d'absorber le carbone. Donc, c'est comme ça, c'est ça, quand on parle écosystème-based mitigation, c'est exactement ça. Et puis aussi tout ce qui va être lié à la réduction des risques naturels, comme je vous le disais. Donc cette slide, c'était juste, mais je l'en ai déjà parlé, je vais passer, c'était juste pour parler un petit peu donc, de la différence entre des activités de conservation de la nature pure, où on met la nature au centre et presque que la nature, des activités de solutions fondées sur la nature qui mettent l'humain et la nature ensemble. Par exemple, un tout petit exemple, on avait été contacté l'année dernière par une ONG qui voulait, et c'était très bien, on a beaucoup d'invasions de rats sur les îlots dans la région. On connaît ça en Calédonie ou à Wallis. C'est un vrai problème, c'est très difficile à éradiquer, même avec des supports scientifiques, c'est jamais des sciences exactes, c'est très compliqué. Bref, et ce porteur de projet d'une petite ONG et consultant était en Polynésie française et il voulait donc qu'on puisse financer dans le cadre de l'initiative Kiwa une dératisation d'îlots. Mais le problème, c'est que cet îlot-là était tellement isolé
personne n'y habitait, personne n'y était, qu'il n'y avait pas l'enjeu, on n'arrivait pas à rattacher, ils n'arrivaient pas à rattacher l'aspect socio-économique avec cette activité de restauration naturelle qui est certes très importante pour beaucoup d'espèces, pour la biodiversité, mais où l'impact et le lien vis-à-vis des aspects socio-économiques était plus limité. Donc voilà, c'est pour expliquer encore une fois la frontière entre ce qu'on appelle conservation et solutions fondées sur la nature. Ça, je vais pas y passer trop longtemps. L'idée, c'était de vous montrer qu'on a des outils qui sont développés, notamment via, encore une fois, l'Union internationale de conservation de la nature, UICN, qui est vraiment le leader international sur ces questions, solutions fondées sur la nature, et qui a développé des standards pour justement permettre à tout porteur de projet de pouvoir s'assurer d'avoir les bons leviers et les bonnes mesures mises en œuvre pour s'assurer que leur activité de solution fondée sur la nature répond bien à tous ces critères qu'on a vus de gestion intégrée. Donc, ça permet de fournir une plus grande clarté, une précision à ce que l'on veut dire par solution fondée sur la nature. Ça permet donc de guider la mise en œuvre sur le terrain, mais aussi de le faire, comment dire, convertir ces actions en développement ou en mise à jour de politiques publiques, parce que ça reste le nerf de la guerre quand même, les politiques et les politiques publiques. Je vais revenir là-dessus rapidement après. Ça permet aux praticiens d'avoir un cadre, encore une fois, un guide pour permettre de concevoir le projet et aussi de faire le suivi et l'évaluation du projet. Un projet, on a des projets, les indicateurs sont rarement tous verts au début, mais ça nous permet de nous donner une feuille de route et de se dire, ben, attends, tel et tel aspect sont un petit peu plus faibles que les autres, et donc ben, à l'équipe projet de s'assurer que ces aspects-là, ces critères et ces indicateurs soient mieux pris en compte. En gros, c'est 8 indicateurs avec une série de 8 critères avec des sous-indicateurs. Je ne vous passe les détails, mais en gros, c'est s'assurer que les solutions fondées sur la nature et le projet répondent bien aux défis sociétaux que je vous ai mentionnés dans la définition. S'assurer que le projet soit bien designé à l'échelle. Donc, on parle à l'échelle par exemple, quand c'est des petites îles, à l'échelle de l'île. C'est là que je vous parlais de gestion intégrée, de s'assurer qu'on ne travaille pas uniquement sur le bassin versant en amont, mais qu'on va aussi prendre en compte les répercussions de notre activité sur la zone côtière et sur la zone marine. On dit souvent que plusieurs écosystèmes forment un paysage. Et donc, on veut travailler au niveau du paysage. Et donc, même si on travaille sur un écosystème spécifique, il faut qu'on prenne en compte les liens avec les écosystèmes avoisinants. Donc, c'est ça qu'on entend par un design à l'échelle. Il faut s'assurer que le projet fournit ou va fournir un gain net en termes de biodiversité, puisqu'encore une fois, c'est une dualité de bénéfices socio-économiques et biodiversité. On veut s'assurer que la faisabilité économique du projet soit assurée. On travaille avec la nature, mais c'est important de pouvoir, parce qu'on est sur des financements malheureusement très souvent publics, et donc il faut s'assurer aussi qu'on a une efficacité pour pouvoir être répliqué derrière aussi. C'est surtout ça l'enjeu. On veut une gouvernance inclusive, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit dessiné de manière pyramidale ou de manière complètement verticale, loin de là. L'idée, c'est d'inclure les communautés qui sont impactées et qui sont les bénéficiaires et les acteurs de ces activités de solutions fondées sur la nature, tout en s'assurant que les représentants des politiques soient là aussi pour faire des liens, encore une fois, entre politique, projet, activité. Ce qu'on appelle les balance of trade-off. Donc ça va être en gros comment balancer des indicateurs qui pourraient être contradictoires. Par exemple, quand on va parler de protection côtière, c'est bien de protéger les côtes, mais il y a des enjeux aussi de développement touristique. Comment on peut allier les deux? On va avoir du développement agricole pour la sécurité alimentaire, mais comment s'assurer qu'on ne va pas déforester? Donc, c'est comment on va réussir à balancer, je ne sais pas, là, je n'ai pas la traduction là, de trade-off, mais c'est comment on va balancer ces enjeux qui peuvent être parfois contradictoires. Un management adaptif, c'est-à-dire qui permet à tout moment de rectifier le pas de tir du projet. Et enfin, donc de s'assurer que toutes les activités du projet puissent être communiquées et bénéficier aux politiques pour que ça puisse faire des exemples et des leçons apprises et que ce soit partagé au niveau du pays, mais aussi au niveau régional. Je vois que le temps passe, j'accélère un tout petit peu sur ces aspects-là, donc pas besoin de rentrer dans les détails de ce que sont les indicateurs, c'était juste pour les standards.
C'était juste pour vous présenter un petit peu le type d'outils avec lesquels on pouvait travailler. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup lorsque j'évalue des projets, comme je fais beaucoup d'assistance technique pour le montage de projets, pour évaluer des projets et voir justement ce qui doit être renforcé, ce qui doit être conservé, mis en avant, etc. C'est notamment via l'utilisation de ces standards et de ces outils. Voilà, par exemple, typiquement un type de diagramme qu'on peut avoir suite à l'analyse de ces outils, où on peut voir très bien, dans cet exemple précis, que justement le design à l'échelle laisse à désirer, la faisabilité économique n'est pas démontrée, et ce qu'on appelle attendez, j'ai peut-être le trou. Ouais. Voilà, les équilibres, les NDS équilibrent équitablement les compromis. Voilà, c'est ça les trade-offs. Que les compromis soient bien équilibrés entre eux. Et là, en l'occurrence, dans ce projet que j'avais utilisé, ce n'était pas du tout le cas. Juste un petit rapide point de vue sur comment ça s'inscrit au niveau international, régional et national. Les solutions fondées sur la nature sont extrêmement bien reconnues au niveau international aujourd'hui, hein. C'est un concept qui existe depuis 2009. Donc, ça a commencé à faire son bout de chemin. Et donc, c'est cité dans énormément de textes internationaux qui sont ensuite déclinés, soit déclinés en textes régionaux et nationaux et qui servent de base aux politiques publiques sur toutes les questions environnementales, biodiversité, changement climatique. Donc, ça a quand même son importance pour une mise en œuvre et pour une relation institutionnelle entre ces cadres qui sont signés lors de grandes conférences, notamment lors des COP, lors des accords de Paris, lors de tout ça, pour vous montrer à quel point, je veux dire, c'est pas juste des textes qui sont là, mais c'est des textes qui sont retranscrits en activités concrètes et en feuilles de route pour les pays. Pour en citer quelques-unes liées à la biodiversité, à la conservation, aux solutions fondées sur la nature, pour nous, on a la Convention sur la diversité biologique qui a été adoptée donc à Rio de Janeiro et qui encourage tout ce qui va être la conservation de la biodiversité. Il y a eu les accords de Paris en 2015, donc c'est un accord sur le climat qui vise à idéalement limiter le réchauffement climatique. Il y a aussi les objectifs de développement durable, donc là qui vont au-delà du simple réchauffement climatique, mais qui sont sur comment accéder à des sociétés plutôt justes, équitables et durables. Donc on voit que 4 de ces indicateurs sont liés directement à ces questions environnementales, l'eau propre et l'assainissement, la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique et la vie terrestre. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde dans un de ces graphiques, qui viendra après, pardon, c'est considéré comme les piliers d'un développement durable. C'est-à-dire qu'on considère que si ces 4 piliers, d'avoir une eau potable et propre, un changement climatique maîtrisé, une vie aquatique saine et une vie terrestre saine, c'est les prérequis pour permettre d'aller travailler sur des questions plus sociétales et économiques. Sans ça, on est sur une base fragile. Et donc, c'est important de reconnaître l'importance de ces piliers-là. Et puis après, il y a d'autres textes, l'initiative de Bonn, donc ça va être sur tout ce qui va être paysage dégradé, les déclarations de New York sur les forêts, les accords de Glasgow, là aussi sur la dégradation forestière, qui met à jour euh, la déclaration de New York. Et puis on a ce qu'on appelle, nous, le Post-2020 Global Biodiversity Framework. Ça, c'est vraiment le cadre global régional, international, pardon, sur les cibles en termes de biodiversité. Je vous passe les détails, je vous laisserai la présentation, vous pourrez vous renseigner sur ces textes plus tard. Mais voilà, ça c'est ce qui est décidé au niveau international. De là découlent des textes régionaux qui vont permettre d'agréger ces textes internationaux et qui vont permettre de les rendre plus adaptés au contexte des régions. Dans la région du Pacifique, on parle notamment de la stratégie pour un continent bleu d'ici à 2050. C'est ce qui permet donc de promouvoir un développement durable et inclusif des îles du Pacifique, tout en mettant donc sur l'accent sur la conservation des ressources maritimes et terrestres. Vous voyez là encore une fois, il s'agit de travailler de gestion intégrée et de ne pas avoir uniquement des aspects environnementaux. On a le cadre pour un développement résilient du Pacifique et un cadre aussi pour la protection et la conservation de la nature et des zones protégées. Pour n'en citer que cela. Dans la région, en termes de financement, donc on constate que malheureusement, les financements qui sont mis à disposition pour la mise en œuvre de ces projets environnementaux sont souvent des fonds publics donnés par des bailleurs publics, donc les pays de la région, des pays
Typiquement, ça peut être les États-Unis, l'Europe, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, les Allemands, les Suédois, les Danois. Enfin voilà, c'est le pays qui donnent via les Anglais aussi, via leurs différentes agences de développement. Et c'est un problème puisque ça veut dire que les pays qui ne reçoivent ces aides-là doivent être éligibles à ce qu'on appelle l'aide publique au développement et qui se fait sur certains critères économiques notamment, et certains pays de la région et les territoires, notamment la Calédonie, Wallis et la Polynésie, ne sont pas directement éligibles à ces aides publiques au développement car considérés comme étant riches. Mais le pays de tutelle, la France, on va dire, permet d'avoir accès, des accès spécifiques pour ces territoires. Donc voilà. Mais pour des pays, des fois, les îles Cook notamment, ils sont plus éligibles depuis quelques années à cette aide publique au développement et malheureusement, ils passent à côté de quelques financements. Donc aujourd'hui, on se retourne vers des solutions. On parle beaucoup des crédits carbone. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur ces crédits carbone aujourd'hui. On parle des crédits biodiversité, on parle des crédits bleus. C'est pour essayer de voir comment le secteur privé pourrait payer un petit peu les compensations des pollutions qu'ils font. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, personnellement, j'ai pas mal de réserves là-dessus et on a pu voir par le passé les abus qu'il pouvait y avoir avec ça. Donc, on n'y est pas encore. Voilà, et donc tout ça est traduit au niveau national sur ce qu'on va appeler des plans d'adaptation, des cadres d'action pour la biodiversité ou les contributions nationales déterminées, donc qui mettent en fait, c'est la déclinaison de ces grands cadres au niveau national. Et on constate que le terme solution fondée sur la nature est malheureusement pas directement indiqué au niveau national, c'est encore un effort qu'on essaye de faire, même si les thématiques sous-jacentes, elles, sont reconnues. Donc, il y a encore un travail à faire pour s'assurer qu'on prenne bien ces thématiques de protection et de restauration environnementale de manière complètement intégrée et systémique. Et un des problèmes aussi qu'on constate, mais ce n'est pas valable, c'est pas uniquement valable que dans la région, c'est que malheureusement, les gouvernances nationales sont très cloisonnées. On a des ministères, dans certains cas, du changement climatique, un ministère de l'Environnement, un ministère des Ressources naturelles, et qui travaillent énormément au silo, là où il y aurait une efficacité accrue si ces services-là travaillent de manière en plus étroite collaboration, voire même quand c'est le cas dans certains pays, sous un même et unique ministère. Souvent, ce n'est pas par choix, malheureusement, c'est par manque de ressources, et donc on regroupe ça sous un seul ministère, parce qu'il faut savoir que voilà, beaucoup de pays du Pacifique n'ont pas les ressources qu'on peut avoir, notamment nous en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, et qu'il y a un manque cruel de ressources, sans compter l'expatriation de nombreux des jeunes qui, une fois diplômés, ne reviennent pas toujours dans le pays. Et donc ça, c'est aussi un enjeu majeur. Sur les challenges de la mise en œuvre, donc c'est exactement ce que j'étais en train de dire, le manque de capacité qualifiée. C'est des formations qui sont très souvent basées sur des formations un petit peu uniques dans le cadre de projets qui sont faits. Et il manque encore des cursus universitaires, et voire même, d'où l'importance d'avoir cette présentation avec vous aujourd'hui, de commencer cette sensibilisation dès le plus jeune âge et de s'assurer dès le plus tôt possible de former les générations futures à ce qu'ils puissent être les praticiens de demain. Et on en a besoin à tous les niveaux, de techniciens qui vont planter des arbres, à des ingénieurs, à des économistes, et j'en passe, ça recoupe énormément de sujets. Il y a aussi encore une trop faible sensibilisation au niveau des élus qui ont pour souvent tendance à croire à une suprématie technologique par rapport à l'environnement. Je m'explique, c'est-à-dire que notamment, si je prends l'exemple de la protection côtière, on va avoir tendance les décideurs politiques ont une tendance à croire qu'une bonne berge, une bonne digue en béton aura plus d'impact ou sera plus efficace que replanter de la végétation, etc. Ce n'est pas toujours vrai. Malheureusement, pour les questions de protection côtière, des fois, on est sur des stades tellement avancés qu'on a peu de solutions uniquement naturelles. Mais en tout cas, l'un n'empêche pas l'autre. Quand c'est déjà des situations un peu extrêmes, on peut très bien envisager à la fois une solution d'ingénierie, mais une solution aussi naturelle qui va de pair avec. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. Sur l'aspect financier, je vous disais, on reçoit peu d'argent avec des modalités relativement strictes, peu flexibles.
très lourde administrativement parlant pour recevoir. Donc, c'est difficile pour des petites ONG qui font souvent la différence sur le terrain et qui n'ont pas toujours besoin de beaucoup de moyens d'avoir accès à ces financements-là. Les cycles de financement sont courts. Quand on parle de protection environnementale, on devrait être sur des cycles en décennies. Or, les cycles de financement des bailleurs internationaux dépassent rarement les 5 ans, dans les meilleurs des cas. Et donc, ce qui impacte le suivi, la pérennité des ressources, et voilà. La gouvernance cloisonnée, j'en ai parlé. Pas assez de transversalité au niveau des décideurs politiques. Il y a malgré tout une barrière linguistique avec certaines communautés. Il y a énormément de dialectes utilisés, même si on utilise beaucoup de pays du Pacifique utilisent l'anglais, ça reste pas la meilleure des langues. On le voit même à Wallis ou en Calédonie, dans certaines communautés, c'est jamais pareil que de parler la langue locale que la langue généralement parlée. Enfin, c'est toujours très important de pouvoir s'adapter, sachant qu'en plus sur les questions de savoir traditionnel et naturel, souvent les langues locales sont très riches parce qu'ils ont des termes très spécifiques sur des aspects environnementaux, naturels et autres, qui apprennent bien, enfin, qui apprennent aussi énormément. Et donc, c'est pour ça qu'on s'efforce autant que possible d'intégrer et de reconnaître ces savoirs traditionnels. La formation, j'en ai parlé, c'est essentiel. Et le manque de données climatiques parfois pour pouvoir faire un état des lieux. Ceci étant dit, on a quand même relativement pas mal de données aujourd'hui pour commencer, enfin, pour avancer dans l'action. Personnellement, et c'est un sentiment assez partagé par beaucoup de mes confrères, c'est qu'on a encore beaucoup d'études qui sortent où des fois on se dit, ouais, ok, très bien, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de l'action. Et les gens sur le terrain, c'est ce qu'ils réclament, c'est du concret. Donc là, je vous ai pris des exemples justement de l'initiative Kiwa que je vais vous présenter, des exemples pratico-pratiques et concrets. Malheureusement, je ne savais pas qu'il allait y avoir les collègues de Wallis et Futuna. Je crois que j'ai pas pris j'aurais pu, parce qu'il y a des activités à Wallis et Futuna. Mais bon, j'ai beaucoup axé sur la Calédonie, je suis désolé pour ça. Donc là, on voit, c'est un financement donc, qu'on appelle petit, 95 000 euros pour un projet qui a 2 ans de mise en œuvre. C'est l'association pour la cogestion du Mont-Panier. Et l'idée, là, c'est de restaurer les écosystèmes forestiers et lutter contre les espèces envahissantes et les feux de forêt. Donc, restaurer les écosystèmes forestiers en faisant de l'abattage de pinus, qui est une espèce envahissante et introduite, qui n'est pas du tout native, et créer des pépinières aussi locales pour permettre le reboisement. Vous voyez, l'aspect économique, c'est aussi d'assurer une filière économique pour ces pépinières locales qui vont fournir en plantes locales, mais aussi qui ont des fois le savoir pour reproduire ces plantes locales, parce que ce n'est pas si facile de prendre une plante et la replanter. Des fois, les processus de germination ou autres peuvent être assez complexes. Donc, l'idée, c'est de travailler, faire de la recherche autour de tout ça et de permettre aux communautés locales de pouvoir à la fois enlever les espèces envahissantes et restaurer via des espèces natives en concertation avec les coutumiers et les communautés locales et faire de la sensibilisation au grand public. Voilà un exemple de projet. Le deuxième, il est porté par le WWF. C'est un projet assez récent qui a débuté vraiment au début assez timide en mai 2023 par WWF, qui est assez actif en Calédonie sur les questions environnementales. Et là, l'idée, c'est de pouvoir restaurer les ripisylves de la NERA, donc c'est-à-dire les zones autour de la rivière qui sont dégradées suite à de l'érosion et qui va notamment avoir pour effet une perte de biodiversité, un sol qui va s'éroder avec un reversement des substrats en aval, notamment, par exemple, quoi. Là, l'idée du projet, c'est donc d'acquérir des connaissances pour comprendre mieux la dynamique fluviale et comprendre pourquoi cette érosion a lieu, pour pouvoir mieux la restaurer derrière. Ça va être des activités de restauration, notamment via de la replantation, pour pouvoir figer les sols. On sait très bien qu'un sol qui est dénué de toute plantation, n'a plus de maintien. Parmi plein d'attributs qu'ont les végétaux, ils ont aussi cet attribut principal qui est de maintenir les sols. Et puis promouvoir ces actions pour pouvoir après faire des émules et dupliquer éventuellement cette activité ailleurs. Là, on est sur un projet plus régional qui a lieu à Fidji, à Wallis, en Calédonie et au Salomon, si je ne me trompe pas.
C'est un projet là, qui est mis en œuvre par une organisation régionale, donc confrère de la Note, le secrétariat du programme régional océanien de l'environnement. Là, c'est un projet à 6 millions d'euros quasiment. Donner juste trois exemples d'activités en Calédonie. En province, donc c'est une activité par province dans ce projet. En province sud, ça va être de la restauration de mangroves urbaines sur Nouméa. En province nord, ça va être de la protection des bassins versants, là encore une fois, qui sont dégradés notamment par les cerfs et les cochons sauvages qui vont s'abreuver en eau et qui en fait vont détériorer tout autour et ça va polluer cette source d'eau et donc par la même occasion aussi maîtriser le risque forêt. Et à UVA, on va être plus sur de la protection de littoral pour lutter un peu contre l'élévation du niveau de la mer. Voilà, c'est le type d'action qu'on peut qualifier là aussi de solutions fondées sur la nature. Peut-être certains sont plus, peut-être parmi certains d'entre vous, pardon, connaissent le projet Protège parce qu'il est en phase finale. C'est mes collègues à la CPS qui mettent en œuvre et il est dédié au territoire du Pacifique, donc la Polynésie, Wallis, la Calédonie et aussi Pitcairn. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'animations qui a été faite dans les écoles, notamment sur la question des pêches. Là, l'idée, c'était d'avoir un projet donc, pour une gestion durable des écosystèmes en travaillant sur quatre leviers, l'agriculture et la forêt, les pêches côtières et l'aquaculture, l'eau et les espèces envahissantes. Là, je sais qu'il y a des kits, notamment de sensibilisation sur les poissons et les pêches qui sont envoyés à Wallis et Futuna, enfin, il y a eu ce genre d'activités qui ont été faites. En plus d'actions concrètes, il y a eu des observatoires des pêches, il y a eu des formations agricoles avec un réseau de fermes pilotes organiques pour leur fournir des aides et des techniques à faire de l'agriculture biologique, etc. Donc, voilà le type de projet qu'on peut voir. Et pour finir rapidement, l'initiative Kiwa, c'est donc une fenêtre de financement qui finance ce type de projet pour les solutions fondées sur la nature pour lutter à l'adaptation au changement climatique. Le lien est essentiel pour avoir accès à ce financement. Ces 5 bailleurs réunis, donc c'est assez rare pour le mentionner que les 5 bailleurs soient ensemble pour une même initiative. C'est la France, l'Union européenne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ça a été lancé en 2020 avec un budget initial de 36 millions d'euros. Et devant la demande qu'il y avait autour de ces financements, on a atteint, suite à des ajouts, des financements supplémentaires de ces 5 pays, on a atteint les 75 millions d'euros récemment. C'est 18 pays et territoires qui sont éligibles, 19 avant, mais pour les raisons que je vous ai évoquées, les îles Cook n'en font plus partie. Et à ce jour, c'est 6 projets régionaux et 18 projets locaux qui sont financés, dont 5 à Wallis, en Calédonie et en Polynésie. En gros, et je terminerai là-dessus, l'initiative Kiwa, c'est deux grosses composantes. Une composante locale, gérée là aussi par l'Union internationale de conservation de la nature, les mêmes acteurs, qui eux gèrent des petites subventions, on appelle petites et moyennes subventions, qui vont de 25 000 à 400 000 euros pour des petits porteurs de projets, des ONG, notamment les 2 premiers projets que je vous ai présentés, via des appels à projets qui sont lancés régulièrement. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu 18 petits projets et il y en a plus d'une dizaine à venir très prochainement. Et à côté, on a la composante régionale qui, là, donc, permet d'avoir accès à des financements pour des projets régionaux, donc qui incluent un minimum de 2 pays et ou territoires. Et c'est des projets de moyenne envergure, nous on appelle, qui vont de 1,5 à 5 millions d'euros. Et dans la particularité, c'est que dans cette composante régionale, la CPS, et donc mon équipe, en partenariat avec le PROE, le Programme régional océanien pour l'environnement, on fournit une assistance technique gratuite aux pays du Pacifique pour les aider d'une part à accéder à ces financements, donc les aider dans le montage des projets. On est actuellement dans cette phase-là parce qu'il y a un nouvel appel à projet en cours jusqu'à décembre. Mais aussi, on a une grosse composante qui est formation, renforcement de capacité pour on appelle les décideurs politiques et aussi les praticiens. Je vous passe les détails là-dessus. Mais en gros, voilà ce que l'initiative Kiwa est, une source de financement pour des petits projets locaux, des projets de plus grande envergure régionaux et une assistance technique avec des formations et du renforcement de capacité.
Voilà, je vous remercie en espérant ne pas vous avoir noyé trop dans les détails techniques. Et que vous- En fait, comme je vous le disais, qu'il y avait un manque de sensibilisation au niveau des institutionnels sur les bienfaits des solutions fondées sur la nature. L'idée, c'est, pour cet aspect-là, ça va être de démontrer via des analyses de coûts-bénéfices comment les solutions fondées sur la nature sont, sur le long terme, beaucoup plus avantageuses que des solutions d'ingénierie ou des solutions, malheureusement, de développement classique et non de développement durable. On ne va pas prendre l'environnement en compte. Ça, c'est un premier aspect. L'aspect praticien, c'est ceux qui vont mettre en œuvre les projets. Et là, l'idée, c'est de les équiper avec des outils, notamment les standards que je vous ai brièvement présentés, pour qu'ils puissent être en mesure de développer des projets qui vont être plus pertinents, plus efficaces et plus soutenables, et qui vont s'assurer de prendre en compte les différents indicateurs que je vous ai présentés, donc de s'assurer qu'ils aient à la fois une gouvernance flexible, etc., etc. Et dans certains cas, ça va même au-delà de ça, c'est des formations qui vont être plus techniques, précises, sur des secteurs de l'agriculture biologique, de la restauration forestière, de la restauration des sols, voilà, des questions de pêcherie communautaire. Donc, tout ce qui va pouvoir utiliser notre expertise en interne à la CPS. Donc, voilà les trois niveaux un peu de formation que nous, aujourd'hui, dans mes activités personnelles, mais la CPS fait plus que ça, on fournit. Et c'est aussi via notamment le développement de micro-qualifications universitaires, ce qu'on appelle l'équivalent de DU pour nous, diplôme universitaire, Mmh. qu'on a fait accréditer au niveau régional et qu'on rend disponibles, qui vont être disponibles très prochainement pour tout universitaire ou académicien qui souhaiterait, enfin une entité académique qui souhaiterait délivrer ce genre de formation aussi. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Ça a vraiment été passionnant comme conférence, extrêmement riche et alors extrêmement claire. Et je ne doute Ah, pas que les collègues pourront réutiliser les différentes informations qui ont été communiquées. Donc, merci beaucoup également de partager avec nous le diaporama. Comme ça, chacun aura le temps après de reprendre tranquillement les différentes informations. À nouveau, merci beaucoup à Patrice et à Anne-Marie pour l'organisation de cette conférence. Merci également aux collègues qui ont participé ce soir à cette intervention. Et écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci à nouveau Ludovic. Et puis rendez-vous jeudi soir pour le 4e module de notre cycle de conférences. Merci beaucoup. Au revoir. merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.